Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre émission La Tribune des Éditos. C'est un plaisir de vous retrouver pour la deuxième saison de cette émission de votre télévision True TV pour décrypter, analyser, bien sûr, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les analyses et aussi les commentaires des médias partenaires. Pour cette tribune, il sera question du communiqué du gouvernement sur les velléités de déstabilisation de la transition par des personnes étrangères. En deuxième partie d'émission, il sera question de la situation au Niger avec la tension entre Niamey et Paris. Et enfin, il sera question du coup d'État survenu au Gabon au cours de la semaine. Et pour décrypter les sujets du jour, je suis accompagné par 4 professionnels de médias. Nous avons Atiana Serge Oulon, directeur de publication du journal L'Événement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ousmane Paré, journaliste indépendant, est avec nous. Nous avons Boukari Woba, journaliste au journal d'investigation Le Reporter, et enfin Daouda Kinda, journaliste au journal Le Quotidien. Et c'est parti pour 55 minutes d'échange. Premier sujet pour cette tribune, à travers un communiqué, le ministère en charge de la décentralisation et aussi de la sécurité informait l'opinion que des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national d'individus au dessein malveillant, dont certains de nationalités étrangères. Le communiqué renseigne que ces individus en intelligence avec des complices nationaux ont pour objectif de déstabiliser la transition en cours et de s'aimer le chaos au Burkina. Daouda Kinda, comment avez-vous accueilli ce communiqué du MATDS? Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, parce que je crois que eux aussi ils ont déstabilisé un pouvoir. Donc je pense que naturellement il y a deux hypothèses qui me paraissent plausibles. Le fait que beaucoup disent que la direction prise par les nouvelles autorités ne plaît pas à certains partenaires. Donc ces derniers aussi peuvent tenter de déstabiliser. Et aussi, il y a ceux aussi qui estiment que réellement les choses n'avancent pas forcément sur le terrain. Donc eux aussi, peut-être qu'ils ont des velléités de déstabilisation. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que les nouvelles autorités ont fait cas de sabotage de la transition. Souvenez-vous, en décembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, lorsqu'il a rencontré les acteurs de la société civile, il a fait cas de velléité de déstabilisation. Ça avait un peu plané le doute. Certains parlaient de tentative de coup d'État, mais je me rappelle que le ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, il avait dit que les mots avaient leur sens et que le président avait parlé de velléité de déstabilisation. Toujours est-il que il y a où ils ont fait cas de prémices, en tout cas de déstabilisation. Et même en 2015, le ministre de la Sécurité d'alors, Auguste Denis Barry, lui aussi, il avait signé un communiqué comme ça, faisant cas aussi de velléité de déstabilisation. Et là, ce n'était pas en intelligence forcément avec des forces extérieures comme le communiqué qui nous a été servi, mais là plutôt des acteurs de la société civile, des partis politiques qui tenaient des réunions nocturnes pour peut-être pour déstabiliser la transition de 2015. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que les autorités doivent s'attendre à ce genre de situation. Forcément, il y a des gens qui vont chercher mais quand on est sûr de ce qu'on fait, on ne doit pas craindre forcément, parce que si ça vient, il faut être en mesure de pouvoir dévier tous ces coups-là pour arriver à bon terme et tenir les élections. D'accord. Alors Serge Oulon, le gouvernement à travers son communiqué a mis en garde les auteurs et a aussi essayé de rassurer l'opinion nationale que tout est mis en œuvre pour traiter la menace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je crois que ça rajoute à la suspicion et on est dans un climat quand même assez délétère.
C'est quand même difficile comme cela qu'un État qui estime avoir des informations concernant des tentatives ou bien des initiatives pour déstabiliser les institutions et on ne passe pas à l'action. Je ne sais pas à quoi ça répond ce communiqué, puisque dans tous les cas, c'est eux qui ont l'appareil d'État. Vous aurez souhaité que tout de suite il y ait des arrestations? Je ne souhaite rien du tout. J'ai dit tout simplement que pour être logique, si vous avez l'appareil d'État, c'est eux qui peuvent agir. Dans tous les cas, dans le communiqué, a priori, ils ont certainement des éléments, des noms, des individus, des mouvements, des actes. Bon, pourquoi ne pas judiciariser et puis envoyer ça au tribunal militaire, puisqu'ils sont censés traiter tout ce qui est lié aux questions d'attentat à la sûreté de l'État. Mais bon, toujours est-il que moi je crois que le communiqué vient tout simplement peut-être confirmer cette ambiance délétère qu'on a dans le pays par rapport à la direction du pays. Je ne vais pas en rajouter par rapport aux arguments qui ont été développés tout à l'heure pour dire que ce n'est pas nouveau. Et comme souvent on le dit, le boucher a peur du couteau, entre guillemets, comme souvent on a l'habitude, parce que bon, on dit, il y a le proverbe qui a vaincu par l'épée, périra par l'épée. Bon, quand on est dans cette atmosphère, c'est quand même difficile de pouvoir s'en sortir. Et c'est là en fait que je crois que tous ceux qui sont pushistes ou bien tous ceux qui applaudissent les coups d'État, ils mesurent un peu les conséquences pour le pays, parce que quand on est dans cette situation, le raisonnement logique c'est d'être paranoïaque. Donc vous voyez le mal partout, vous voyez le complot partout. Or je crois que dans ce Burkina là on n'a pas besoin de cette situation. On mobilise des hommes, on mobilise des moyens, on mobilise peut-être du matériel pour renforcer un pouvoir ou la sécurité d'un individu au lieu de faire face à l'objectif, ce pourquoi même on a justifié son propre push. Donc je crois qu'on est dans un perpétuel recommencement. Voilà, on a l'impression que chaque jour qui passe, on remercie Dieu d'avoir vu ce jour et on se remet encore. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je crois que c'est cette situation quand même d'instabilité-là. Les gens devraient comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir dans cette façon de faire. Tant qu'on est dans l'idée que tout le monde veut comploter, tout le monde, ou bien en tout cas vous avez des groupes qui veulent comploter. Il a dit, et les histoires de complot, quand vous comptez à partir même du 30 septembre avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, je crois que nous en sommes à 3 ou 4. Et ce n'est même pas encore fini, ça c'est ce qu'on a pu identifier. Et si vous repartez en arrière, même sous Roch-Marc Christian Kaboré, vous avez déjà, quand les gens ont compris que bon, la situation sécuritaire, le pourrissement pourrait justifier la prise du pouvoir, je crois que les gens étaient rentrés dans leur laboratoire pour faire sortir des choses. Donc ce sont des éléments qui amènent à se poser un certain nombre de questions. Et je crois que vraiment ceux qui sont dans les histoires de pushisme, il faut qu'on sorte de là. Parce qu'on ne peut rien construire en fait là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit un peu comment ça se passe. Et j'ai l'impression, et du moins, même si n'importe qui était à leur place, c'est un sentiment humain, vous allez mobiliser tous les moyens que vous pouvez pour pouvoir au moins assurer votre sécurité. Or, si vous êtes dans cet état d'esprit, je crois qu'aujourd'hui, on parle d'efforts de guerre, on a taxé les Burkinabés à tour de bras. Je crois que l'essentiel des moyens devrait aller à l'objectif prioritaire qui est de ramener la sécurité. Or, je ne pense pas qu'on puisse en même temps travailler à stabiliser ou à sécuriser un pouvoir et avoir la même énergie, le même engagement, le même dynamisme à 100% pour travailler pour l'intérêt général qui est aujourd'hui la question sécuritaire. Donc je crois que c'est l'autre revers vraiment qu'il faut voir en fait dans le pushy. Et l'autre élément que j'ai dit par rapport à la paranoïa, par rapport à la suspicion, vous voyez, ça crée un sentiment de pourrissement, on ne fait pas confiance. On préfère être dans une sorte d'idéalisation peut-être des choses, peut-être on surestime ou bien on a des complots imaginaires, je ne sais pas. Vous n'y croyez pas à cette Non, je vais dire, quand vous êtes dans cette situation, quand vous arrivez au pouvoir par les armes, et qu'en l'espace de 2-3 mois, vous-même vous sortez, vous dites que vous suivez des gens, vous savez que les gens complotent et que vous êtes au courant du tout. Je vous rappelle que même sous lui, après ses propos, vous avez des gens qui sont à la maison d'arrêt de correction des armées pour des histoires d'attentats à la sûreté justement sous le capitaine Ibrahim Traoré. Je rappelle que quand dans leur même groupe ils ont perpétré leur premier coup d'état le 24 janvier 2022, les informations constantes à l'événement, nous l'avons écrit, il y avait au moins 4 groupes qui voulaient faire un coup d'état à Roch-Marc Christian Kaboré. Et dans les 4 groupes, c'est le seul groupe qui est le groupe de Damiba avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc vous avez en quelque sorte 3 autres groupes qui sont toujours en train de... Qu'est-ce qui prouve que le nombre ne s'est pas augmenté? Parce que tout simplement, tout le monde a compris. La situation, est-ce que ça s'améliore? C'est ça aussi la question. Est-ce que la gouvernance s'est améliorée? Est-ce que les Burkinabés, en ce mois de septembre 2023, peuvent dire qu'ils vivent beaucoup plus en sécurité qu'il y a un an?
Je crois que ce sont des éléments tout un chacun peut apprécier. Et ce sont des éléments qu'il faut quand même avoir à l'esprit et déplorer vraiment cette situation dans laquelle des militaires nous ont envoyés et aujourd'hui eux-mêmes ils ne sont pas en sécurité. On est obligé à la limite de prendre l'opinion à témoin. Or, bon, s'il y a des éléments, il faut agir, comme ils l'ont fait en janvier où ils ont arrêté des gens. Et il y a un dossier judiciaire à la maison d'arrêt de correction et au tribunal militaire plutôt. D'accord, on va prendre l'avis de Boukari Ouba. Ce n'est pas une première. Cette fois-ci, on parle d'étrangers présents sur le territoire, de connivence avec des nationaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? À vrai dire, j'ai lu le communiqué, je n'ai pas très bien compris l'objectif. Qu'est-ce qu'on recherche à travers un tel communiqué? Les confrères l'ont dit tout à l'heure, parce que ceux qui font le communiqué, c'est ceux-là véritablement qui doivent agir. Ils disent que selon des sources concordantes, et ils sont précis là-dessus, il y a des nationaux qui sont complices et il y a des étrangers. Pour dire que ce sont des étrangers, il faut les avoir vus. Voilà. Et donc, si un département comme la sécurité, aujourd'hui va sortir un communiqué pour nous dire qu'il y a des gens qui menacent le pays, c'est dangereux. On se demande à qui est-ce qu'ils font appel au secours. Parce que nous, justement, notre sécurité se trouve entre leurs mains. Donc, ce communiqué, de mon point de vue, si à l'analyser, ce n'est qu'un aveu d'impuissance. Le communiqué appelle par exemple à la participation des populations en termes de renseignements. Ah non, ils ont déjà les renseignements. C'est parce que... Est-ce que vous étiez au courant de ces faits-là avant de voir le communiqué? Moi, je n'en savais rien. Donc, eux, ils ont eu les premières informations. Alors, s'il faut des informations complémentaires pour pouvoir mettre la main sur ces individus-là, qu'ils continuent de chercher les informations complémentaires. Ils ont plus de moyens que quiconque dans ce pays. Voilà. Donc, véritablement, si les faits sont avérés, c'est qu'il y a un aveu d'impuissance. Il y a effectivement peut-être un complot, mais ils n'ont pas les moyens en termes de renseignement pour pouvoir effectivement peaufiner leur enquête puis mettre la main sur les individus. Et ça voudrait dire que c'est quand même dangereux pour un pays qui fait face au terrorisme et qu'on nous fait savoir que justement on peut être menacé de l'intérieur, même pas des individus étrangers qui déjà ont pu entrer dans le territoire national sans avoir été appréhendés ou inquiétés. Nous devons être inquiets. Autrement, je pense aussi que ça peut être du faux et que c'est justement dans une stratégie de manipulation. Il s'agit tout de même d'un communiqué signé d'un ministère. Aujourd'hui, les plus grands manipulateurs, c'est l'appareil d'État. Ah oui, les plus grands manipulateurs. Je vous rappelle que l'actualité, pour moi, ça reste une actualité. C'est cette fake news qui a été publiée sur la page officielle de la présidente de Faso. C'est suffisamment grave. Et je le dis encore, de mon point de vue, ça n'a pas été une simple erreur de manipulation. Ils ne sont pas seulement un relais, mais ils en sont les fabricants. Donc, l'appareil d'État aujourd'hui, c'est un appareil. On n'a quand même pas ces preuves-là. Donc, on va y aller mollo. On n'a pas eu la preuve du contraire non plus. Voilà. Je crois qu'on nous avait annoncé d'autres mesures. On ne sait pas trop si ces mesures ont été prises ou pas. Mais bref, revenons à notre communiqué. Je veux dire que ce communiqué-là peut être juste avoir été publié dans une autre intention, qui est que bientôt on va commencer des arrestations. Si demain on appréhende un individu, on pourra dire, écoutez, on vous avait présenté un communiqué comme quoi il y a des complots entre des nationaux et puis des étrangers, et que c'est peut-être dans ce cadre, alors que véritablement il n'en est rien. D'autant plus que d'ailleurs les arrestations non justifiées ont cours depuis un certain moment. Donc véritablement, je pense que de tels communiqués, ça ne rassure personne. Bien au contraire, ça peut semer davantage la panique au sein de la population, parce qu'on commence tous à être méfiants. Ne soyez pas étonnés qu'à cause d'un tel communiqué, effectivement, des Burkinabés dans un quartier populaire quelque part voient un étranger et puis se ruent sur la personne. Et voilà, au point peut-être, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Voilà, parce que là, on nous appelle à faire attention à n'importe qui. C'est dangereux. Donc, je pense que le ministère aurait pu mieux peaufiner sa stratégie et travailler de telle sorte à mettre la main sur les individus. Parce qu'en le faisant ainsi, on pense peut-être nous appeler à la vigilance. Mais les premiers même à être au courant de ce communiqué, ou du moins ceux que ce communiqué sert le plus,
c'est ceux-là que nous devons craindre là. Si réellement cela est avéré, s'il y a des individus qui sont là, qui font le complot, ce communiqué-là leur sert plus que quiconque. Parce qu'à partir de là, ils savent qu'on est au courant de leur complot. Donc qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est de changer de stratégie, c'est de faire plus preuve effectivement d'intelligence, de perfidie, pour employer encore un terme qui peut être à la vogue. Et là, ça veut dire que ça devient encore plus difficile justement de mettre la main là-dessus. Non, la meilleure enquête, c'est celle qui est discrète. Ok, on va prendre l'avis doucement parler sur la question. Il y a plus de discrétion par rapport à cette affaire-là. Alors, c'est un communiqué qui ne rassure pas selon Boukari Boba. Est-ce que vous partagez son point de vue? Non, en fait, j'ai beaucoup de craintes. Ma première réaction au-delà des craintes qui m'anime, c'est que ça participe d'une bonne stratégie, en réalité, dont le gouvernement seul a le secret. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas très longtemps, le président lui-même, dans l'affaire donc de la guérisseuse de Komsiliga, il avait dit clairement justement que la dame détenait par devers elle des informations comme quoi des gens étaient venus d'un pays étranger, qui avait le complot qui se préparait. Et le président avait même dit au besoin, les jours qui allaient suivre, qu'il allait donner plus d'informations par rapport à ça. Donc, on s'attendait à ce que on puisse nous apporter plus de précisions par rapport à ces étrangers qui seraient venus en lien avec le coup d'État au Niger, etc., etc. Mais au lieu justement qu'on ait ces éléments qui renforcent davantage les raisons qui ont amené à secourir la guérisseuse, il y a eu le silence. Bon, on s'était dit que ça relevait peut-être d'un certain nombre de secrets d'État. Et voilà, par la suite, on a cette information. Moi, je ne dissocie pas les deux. Je crois que ça va ensemble. Et que peut-être au-delà de la tentative de déstabilisation, il y a carrément une stratégie de la part du gouvernement qui veut obtenir quelque chose. Donc, qui essaie d'avancer, je ne dirais pas à visage caché, mais qui sait où il va. Je le dis parce que n'oubliez pas qu'on peut aussi faire le lien, même si c'est passé pratiquement inaperçu, avec cette affaire de tentative aussi d'attentat dans une banque de la place. Le gouvernement a été formel dans son communiqué. Vous pensez qu'il y a un lien? J'ai dit que ça participe d'une bonne stratégie et on attendra tout simplement l'évolution. Parce que vous avez vu que même parmi les soutiens du pouvoir en place, il a été clairement dit qu'il s'agissait donc d'un coup qui était préparé depuis un pays étranger, notamment un pays voisin. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on parle de pays voisins, de tentatives donc de déstabilisation de la part donc d'un certain nombre d'États. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette volonté de la part du gouvernement, notamment de mettre en place des couvertes. Donc, je crois que le Premier ministre a été clair là-dessus, en parlant de l'anniversaire du premier et l'an 1 de la Révolution, c'est comme ça il l'appelle. Le Premier ministre a dit que ce sera l'occasion de mobiliser les populations dans les quartiers, etc. Et que ce sera ces structures qui demain vont remplacer les partis politiques, parce que ceux qui veulent désormais être élus donc doivent d'abord se faire élire dans leur quartier, dans leur ville, etc., etc. Et qu'au finish justement on aura justement ces élections. Donc je me dis que ça peut passer justement de cette stratégie pour dire au Burkinabé, attention, on compte sur vous, commencez déjà à vous mobiliser, mobilisez-vous pour soutenir le pouvoir, mobilisez-vous. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça c'est maintenant mes craintes. Comme Boukari Boba le disait, c'est que la suspicion puisse grandir davantage et qu'on assiste à des règlements de compte. Vous avez vu ce qui se passe depuis quelques mois avec l'ancien maire de Komsiliga, qui a été enlevé une première fois. Il n'y a pas eu d'explication, même pas un communiqué officiel. Après, donc, il a fait une sortie pour dire qu'il est l'objet... Il y a une délégation du gouvernement qui est allée... J'ai parlé de communiqué officiel par rapport à la situation. Il y a eu la pression et récemment, il a dit... Et vous entendez parmi les soutiens du pouvoir encore qui disent que dès la première tentative, donc dès le premier enlèvement, on dit qu'il est impliqué dans un procès. C'est ce qui a été dit dès le premier. Et il y a un des soutiens du pouvoir qui l'a dit sur un plateau de débat. Ça n'a jamais été officialisé. Lorsqu'il est sorti encore, c'est le même discours qu'on tient. Donc, ne soyez pas surpris que ce monsieur ou d'autres personnes, notamment des responsables de partis politiques, parce qu'il faut casser les partis politiques, donc qu'on puisse procéder à des arrestations, à des interpellations. Donc, pour dire que voilà, ça participait d'un projet donc de déstabilisation et on a les explications. Mais en même temps, là, j'invite la population, et parce que les gens se sont dit que c'est l'occasion pour nous, avec la transition en cours, de ne plus réfléchir.
Les gens disent que non, on prend nos cerveaux, il faut les confier au président de la transition, qui est une bénédiction de Dieu, qui est venu pour sauver la patrie. Donc les gens refusent carrément de réfléchir. Si on refuse de réfléchir, en fait la conséquence ce sera ça, c'est qu'on va multiplier les erreurs qui vont finir par nous rattraper. Donc il est temps qu'on s'asseye, qu'on se dise où est-ce qu'on veut aller concrètement. Si on arrive à définir ensemble, on se donne la main et on essaie d'avancer. Et on a besoin de tout le monde. D'accord. Et la pêche est toute tendue pour aborder l'éditorial du journal L'événement sur la question. L'édito est intitulé « La route dans l'adversité ». De quoi s'agit-il exactement, Serge Long? Merci bien. Bon, rapidement, en fait, l'événement du 25 août, en fait, marque le 500e numéro du journal, tout simplement. Donc, c'est à cette occasion, c'est un numéro symbolique, le 500e numéro. Ça fait 22 ans que le journal paraît régulièrement, sans interruption. Donc, à travers l'éditorial, il s'agissait tout simplement de retracer un peu les conditions de création du journal, le parcours jusque-là, et puis bon, les défis qui se posent avec le contexte, les difficultés auxquelles le journal est confronté aujourd'hui. Donc, ça a été signé par un des fondateurs du journal, Newton Ahmed Bari, et il s'agissait tout simplement de faire un bilan ou, si vous voulez, un point à mi-parcours à l'occasion de ce 500e numéro, tout simplement. D'accord. Alors, on vient avec vous, Boukari Ouba. Finalement, est-ce que le gouvernement, à travers son communiqué qui appelle les populations à la vigilance, est-ce que ça ne contribuera pas un peu à résoudre ces défis sécuritaires que l'on a dans le milieu urbain, par exemple? Parce qu'ils appellent dans le communiqué une contribution des populations. Virtuellement, par quels moyens? Je crois qu'on a une sécurité intérieure avec les forces de police, de gendarmerie qui font un travail au quotidien. Et je crois que aussi les populations de tout temps n'ont jamais cessé de dénoncer effectivement des actes, on va dire, d'insécurité ou bien des situations de suspicion. Ça se fait. Véritablement, ce communiqué ne peut pas s'inscrire dans ce sens-là. Je le dis encore, il faut aller chercher ailleurs les mobiles de ce communiqué-là. C'est peut-être véritablement dans le sens d'appeler à davantage la mobilisation. N'oubliez pas, il y a aussi un ministre important, c'est quand même le ministre d'État qui récemment encore rappelait que la meilleure sécurité d'un chef d'État, c'est la mobilisation populaire. C'est Bassol Mabazé qui le disait. Donc c'est la mobilisation populaire. Peut-être à un certain moment, ils se rendent compte que apparemment, cette mobilisation est en train de se tasser un peu ou bien de baisser de forme. Donc il faut trouver de quoi appeler les gens davantage d'alerte. Donc si on dit qu'il y a un complot qui se prépare contre la transition, évidemment, au sein de la population, les soutiens doivent être davantage éveillés. Moi, je pense que ça doit s'inscrire beaucoup plus dans ce sens que véritablement une sorte à assurer ou bien à veiller sur la sécurité urbaine des Ouagalais. Chacun dans son quartier fait ce qu'il peut. Ça n'a rien à voir de mon point de vue avec ce communiqué-là. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Au Niger, les tensions diplomatiques entre Niamey et Paris continuent. Face à l'ordre donné par les autorités nigériennes de quitter le pays, le président français Emmanuel Macron oppose un refus catégorique. Conséquence, le Niger a instruit ses services de police de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur français. Alors finalement, Daouda Kinda, à quoi joue la France? C'est la question que l'on se pose. La France protège ses intérêts. Et depuis la survenue de ce coup d'État, la France s'est opposée. La France ne reconnaît pas les autorités militaires actuellement qui tiennent l'appareil étatique au Niger. Donc, elle est prête. Elle est prête à tout pour que l'autorité du président Bazoum soit rétablie. Donc je pense qu'elle protège ses intérêts et ses intérêts, elle pense que c'est avec les autorités Bazoum, le gouvernement de Bazoum. Bon, même si... mais c'est ça. Vous voyez le cas de l'ambassadeur Sylvain Ité, je crois que c'est comme ça il s'appelle. Et, on a retiré l'agrément de cet ambassadeur-là qui devait regagner Paris, mais Paris refuse
que son ambassadeur revienne. Et vous voyez, c'est devenu une guerre ouverte entre la France et les autorités militaires du Niger. Bon, je pense que avec toute l'atmosphère qui se dessine d'ici là, avec la CEDEAO qui tient coûte que coûte à rétablir le président Bazoum, d'abord sur le plan diplomatique, mais bon, ça semble ne pas aller dans le bon sens, mais il y a la voie militaire aussi qui est là, qui semble se préparer, et Paris est prête à soutenir, que ce soit diplomatiquement ou militairement, la CEDEAO a rétabli Bazoum. Je pense que le président Macron lui-même, il l'a dit lorsqu'il a rencontré les ambassadeurs, et ça fait l'objet même d'un édito. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, attendant, Serge Joulon, est-ce que vous comprenez ce refus catégorique des autorités françaises de céder à la demande des autorités nigériennes? Bon, je crois que le pays essaye d'être cohérent et logique tout simplement. À partir du moment où il y a un coup d'État que vous condamnez, vous dites que vous ne reconnaissez pas les autorités. Évidemment, la cohérence et la logique voudraient que vous ne reconnaissiez pas tous les actes pris. Donc, que ce soit l'expulsion ou bien le retrait de l'agrément, il y a une certaine cohérence et logique dans le cas nigérien. Mais si on ouvre de façon beaucoup plus globale, par rapport à la politique étrangère de la France, on se pose un certain nombre de questions. Parce que, comme souvent les gens aiment à le rappeler, au Burkina, on a fait partie, l'ambassadeur, il est parti. C'est les putschistes qui ont dit de partir. Au Mali, c'est la même chose. Et quand on ouvre un peu plus grand davantage, on sort de l'espace ouest africain. Le petit débit, est-ce qu'il a été élu par les Tchadiens? Mais la France le connaît, on le reconnaît. Voilà. Donc, il y a quand même de l'incohérence et de l'illogisme quand même, si on ouvre de façon beaucoup plus globale par rapport à la politique étrangère. Mais dans le cas précis du Niger, moi, j'essaie de voir qu'ils sont sur une ligne, ils ne veulent pas bouger, mais bon, après il y a la réalité, parce que vous avez beau dire vous ne reconnaissez pas les autorités qui sont en place, mais qui détient la réalité du pouvoir? Vous refusez de faire partie de votre ambassadeur, comment il peut travailler? Et parallèlement, vous avez vu du côté de Paris, la dame qui était là-bas, qui représentait le Niger aussi, a refusé de rentrer. Mais si votre pays, ceux qui détiennent l'appareil d'État ne vous reconnaissent pas, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Et je ne sais pas si c'est une histoire qui est vraie. Il semble que même après, pour accéder à l'ambassade, c'était compliqué. Donc, vous voyez, c'est des choses qui ne servent pas du tout. Et peut-être qu'en coulisses, ils discutent, mais bon, c'est quand même difficile dans ces conditions-là de pouvoir travailler. Et ça ne sert pas peut-être de foncer tête baissée. Mais bon, après, on est dans une sorte de cycle aussi. Peut-être que quand on arrivera à un point de non-retour, tôt ou tard, les gens vont se reparler. Dans tous les cas, je crois qu'ils ne sont pas encore à un stade radical. Il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques. Je crois que c'est par stade. À un moment donné, il y aura peut-être le pic, et puis bon, les gens vont se retrouver, et puis ils s'asseoiront, ils discuteront de façon respectueuse, sur le même pied d'égalité, d'égal à égal, et chacun trouvera en fait son intérêt, ou tout simplement fera prévaloir tout simplement ses droits et autres tout simplement. Sinon, dans cette condition, je ne sais pas comment il peut bien se dérouler par rapport à cette situation. Et même la question de le départ, en fait, la dénonciation des accords de défense, la France insiste, mais si à l'échéance vous ne partez pas, parce que et même les Français le savent, les accords donnent un certain nombre d'avantages, vous avez des privilèges, vous pouvez peut-être atterrir, vous pouvez peut-être sortir de votre zone, mais si on vous interdit tout ça, vous restez cantonné. C'est ça aussi la réalité. Donc, je crois que c'est un bras de fer. Sur le court terme, je ne vois pas comment ils peuvent manœuvrer, si ce n'est que espérer un coup extraordinaire de la CEDEAO, que ce soit la négociation ou la force, qu'on puisse renverser en fait les putschistes et puis rétablir Bazoum. Alors que, est-ce qu'on peut revenir à la situation avant le 26 juillet, date de prise de pouvoir des putschistes? Je crois que j'en doute très fort, et d'une échelle de 0 à 100, je ne mettrai pas 10 sur 100, quoi, parce que je crois qu'il faut être réaliste. Et ils trouveront peut-être une solution médiane, mais je crois que même les partisans de Bazoum, ils désenchantent un peu, parce que quand même c'est difficile. Sinon je ne dirais pas que c'est impossible. Par extraordinaire, les choses peuvent revenir en l'état,
Mais dans l'histoire des pays, je ne sais pas dans quel pays on a fait un coup d'État et plus d'1 mois après, on a pu réinstaller le président qui a été dessus, quoi. Mais bon, tout est possible. On est dans le domaine des possibles. Sinon, en 2021, on n'allait pas voir des Américains prendre d'assaut le Capitole pour remettre en cause un scrutin électoral dans ce qui est présenté comme la plus grande démocratie au monde. Donc, tout est possible, même s'il y a des proportions quand même. Quand on essaie d'être lucide et réaliste, on se dit que c'est presque pas possible, quoi. Mais bon, toutes les cartes sont sur la table dans tous les cas. D'accord. Alors, Ousmane Paris, la France oppose un refus catégorique de remettre son ambassadeur. Finalement, le Niger a instruit ses services de police de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur. Comment est-ce que vous analysez cette actualité? Je crois que c'est un film qui devient intéressant. Moi, je m'attends à voir tout simplement comment les Nigériens le mettront dehors. Mais en même temps, je crois qu'il faut reconnaître que la France paie aujourd'hui la rançon de l'arrogance et du mépris. Et ça, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron, pratiquement, et qu'appelé même par la presse française, bon, les Français, le président jupitérien, c'est vraiment Jupiter qui se croit vraiment le centre du monde, qui ne coûte personne, qui fonce, et j'ai envie de dire droit dans la bêtise, quoi. Et ça a toujours fonctionné ainsi, mais je crois que nous sommes dans un cycle irréversible, hein. Malheureusement, on dit l'histoire a ceci de particulier qu'on commet toujours les mêmes bêtises, on ne tire jamais les leçons des faits historiques. Donc, moi, je crois que c'est la fin d'un cycle pour ce qui concerne les relations entre la France et puis les pays africains. À un certain moment, il va falloir l'admettre. Et c'est comme un jeu de cordes. Vous êtes en train de tirer sur la corde. À un certain moment, quand vous avez perdu, il faut reconnaître. Et puis lâcher prise, quoi, et passer à autre chose. Et je crois que pour le Niger, on est dans cette situation où la France doit reconnaître que même si on rétablit Bazoum aujourd'hui, même si par extraordinaire on arrivait à le faire, et que le divorce est déjà consommé, ne serait-ce qu'au niveau de la population. Et je les vois encore très mal, cet ambassadeur. Ça n'a pas commencé maintenant, même sous, sous Bazoum. Et je ne sais pas si les gens se rappellent des tweets de cet ambassadeur, de ses prises de position, vraiment assez, je ne dirais pas courageux, mais c'est vraiment du mépris vis-à-vis de la population nigérienne, mais des populations africaines de façon globale. Donc, ils traitent les gens avec mépris, avec dédain, ils se moquent de la population, tous les discours anti-français, donc voilà, il les passe en dérision, etc., etc. Et donc, pour moins que ça, je crois que l'ancien ambassadeur de la France au Burkina a payé les frais. Lui, il a pu tenir jusqu'à un certain moment, mais si aujourd'hui encore il essaie de résister, je crains fort que le pire ne se produise. Les gens ne peut-être mesurent pas la situation. Au Burkina, l'ambassade les institutions françaises ont été attaquées. Au Niger, ça a été la même chose. C'est pas forcément l'armée ou bien les institutions républicaines, les institutions en place qui vont faire le travail, mais ça risque de venir de la population. Mais les gens mesurent tellement. Vous avez vu même au Burkina ce qui s'est passé avec le convoi français il y a quelques années. Mais les autorités nigériennes ont l'obligation de protéger cette ambassade. Ah ben plus maintenant. Plus maintenant. Parce que si elles-mêmes elles cherchent à le faire partie et que les forces de police sont à ses trousses, ce qui va arriver, on va dire qu'il a cherché. Et puis, c'est pas pourquoi les gens continuent de croire que dans une situation pareille, c'est le meilleur qui va toujours se produire. Les gens oublient ce qui s'est passé en Libye avec l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassade a été prise d'assaut par des rebelles. Je ne vous raconte pas la suite. Donc, le pire peut intervenir à tout moment. Même si on a blindé l'ambassade, les trucs, tout peut se produire à tout moment. Donc, je crois que ça ne sert vraiment à rien de tirer sur la corde davantage. Et on lui dit de partir, même si vous ne reconnaissez pas les autorités en place, il faut le faire partir. Puis vous allez trouver d'autres mécanismes pour passer à la négociation. Parce que même je me mets dans une situation, en fait, même les pro-Bazoum, en fait, des gens qui sont peut-être, qui soutiennent d'une manière ou d'une autre la France, mais ça c'est une insulte à la nation, les gens ne vont pas l'admettre. Donc je crois qu'ils ne feront que perdre davantage de la sympathie et ça ne fera que aggraver davantage la situation. Donc quand on a perdu, à un certain moment il faut reconnaître, se retirer et comme on le dit, reculer pour espérer maintenant mieux sauter. D'accord. Alors Boukari Ouroba, inexorablement la tension entre Paris et Niamey est en train d'aller à son paroxysme. Oui. Je crois qu'on y est. Chacun joue son va-tout et la France surtout. Parce que, en fait, la France s'est dit, à un certain moment, on a laissé faire. Voilà. Ils pensent qu'au Burkina, on a laissé faire. Au Mali, on a laissé faire.
Aujourd'hui, on a le cas nigérien sur les bras. Est-ce qu'il faut encore céder une fois de plus, de peur que demain on cède ailleurs? Ça peut être au Sénégal, ça peut être à Abidjan. Et puis bon, voilà, dans un certain moment, la France dit non, stop. Voilà, et là, effectivement, la France est en train de jouer son bateau. Sauf qu'effectivement, il y a ces exigences, ces prétentions, et il y a malheureusement la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Bazoum n'est plus président de la République du Niger. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas le pouvoir. Voilà, il n'a pas démissionné. Je rappelle que je ne crois pas que Alpha Condé est démissionné. Hein. On lui avait demandé de signer une lettre de démission. Il n'a pas signé de lettre, mais il n'est plus président. Voilà. Donc, Bazoum aujourd'hui n'a pas la réalité du pouvoir. Et cet ambassadeur qui a été effectivement accrédité sous Bazoum, je crois bien, en tout cas pas sous les militaires, et ceux qui sont là aujourd'hui qui détiennent la réalité du pouvoir, ce sont les militaires qui ne le reconnaissent pas, qui lui ont retiré l'immunité, l'agrément, et ainsi de suite. Donc effectivement, il n'est plus couvert par quoi que ce soit. Il ne peut que tout au plus être reclus au niveau de l'ambassade, parce que je crois que quoi qu'il arrive, l'ambassade reste toujours une enclave diplomatique qui peut effectivement bénéficier de cette immunité-là. L'immunité vaut pour l'ambassade. C'est pourquoi, moi, ça m'étonnerait que les Nigériens aillent jusqu'à effectivement à entrer dans l'ambassade pour extirper l'ambassadeur et puis le faire partie de force. Je crois dans tout le cas, si les Nigériens ne protègent plus l'ambassade, au moins les militaires français, parce qu'il y en a encore au Niger et ils ne sont pas si peu que ça, peuvent bien protéger cette ambassade-là. Et il faut même craindre que ce bras de fer du Niger là ne soit un prétexte, plutôt de la France, ne soit un prétexte, peut-être une occasion que la France cherche, peut-être, je vais trop fort, mais une occasion que la France cherche à entrer en guerre avec le Niger, avec ces militaires-là. Le fait de ne pas partir, ça peut être une façon de pousser les militaires à la faute pour pouvoir effectivement réagir, pourquoi pas militairement, et puis effectivement remettre les choses, remettre les pendules à l'heure. Donc c'est aux Nigériens aussi certainement de faire très attention. Et je crois qu'ils sont peut-être conscients de cela parce que lors du dernier meeting qu'ils ont tenu au stade à Niamey, Séni Kounché, l'un des responsables militaires disait justement à l'endroit de la population, n'allez pas à l'ambassade de France. Donc il les mettait en garde de ne pas du tout aller à l'ambassade de France. Or aujourd'hui, si on dit aller expulser l'ambassadeur là, je crois que ça aurait été peut-être plus simple que ce soit la population même qui aille vers là-bas pour expulser la population, du moins l'ambassadeur, on va dire bon, c'est populaire, c'est des individus au menu, plutôt que ce soit des autorités militaires comme ça qui se lèvent pour aller là-bas. Il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait des affrontements. Donc il y a de la provocation de part et d'autre, de la part de la France, de la part du Niger, mais la vérité c'est que même si l'ambassadeur reste là-bas, bon, c'est juste un individu qui est là-bas, ce n'est véritablement plus un ambassadeur parce que je ne sais pas avec quoi il travaille. Il ne peut participer à aucune réunion convoquée par les autorités militaires aujourd'hui, qui ne sont pas reconnues par Paris comme étant des autorités légitimes. Voilà, mais n'empêche que ce qu'ils veulent là, véritablement, plus d'un mois après, ça devient très difficile. Moi, je crois que effectivement, couper la poire en deux là, ça paraît évident quoi. Tout ce qu'aujourd'hui, que ce soit CEDEAO, France, Union africaine, tout ce qu'on devait demander, c'est de dire à ces militaires-là, reprenons les choses. Bazoum n'est plus président, mais vous n'êtes pas non plus les autorités élues. Donc il y a une vacance de pouvoir. Allons vers la mise en place d'une transition qui nous amènerait à désigner le président de la transition, à nommer un premier ministre, à mettre en place un parlement de transition. Que ce soit dans le processus que peut-être le général Tchiani se présente encore président, mais en tout cas l'idéal aurait été qu'on ait un autre président que Tchiani, peut-être civil, peut-être mi-civil, mi-militaire. C'est ce que les Maliens ont tenté une première fois, ça n'a pas marché malheureusement. Donc c'est de mettre en place une transition autre que celle qui a été imposée, voilà, parce que les Tchiani aujourd'hui, personne véritablement ne les a mis là-bas. Ils se sont mis eux-mêmes tout seuls là-bas et se sont imposés à tout le monde. Ils ont tout de même eu l'assise populaire. Mais on va prendre l'avis de Daouda Kinda. Vous, au niveau du quotidien, au-delà de cette question du Niger, vous estimez que le président français Emmanuel Macron utilise la CEDEAO pour ses intérêts? Oui, c'est un cycle de polichinelle. La politique extérieure de la France est mise à mal
en Afrique de l'Ouest, ébranlé, vilipendé, forcément dans toutes les capitales, ou dans beaucoup de capitales en tout cas de la sous-région. S'il faut que la France, qui était jadis la locomotive, ou qui avait sa force en Afrique de l'Ouest, est en train de perdre tout doucement sa place. Prenez tout simplement le cas du Sahel, que la France a presque perdu. Burkina, Mali, Niger, déjà c'est mort pour la France. C'est pourquoi, sur le cas nigérien, elle est prête à tout pour que le général Tchiani et les autres militaires ne dirigent pas ce pays-là. Mais en quoi la CEDEAO peut-il être un instrument utilisé par la France, comme le dit votre édito? Oui, beaucoup de personnes, en tout cas, estiment que depuis longtemps, pas seulement le cas nigérien, mais la France a toujours une mainmise sur la CEDEAO. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, si la France ne peut pas prendre cette décision-là, elle passe par des organisations de la sous-région, notamment la CEDEAO, pour taper sur un certain nombre de pays. Et le cas du Niger, on le constate. La France a toujours soutenu ou téléguide la CEDEAO à prendre un certain nombre de décisions. Rien n'exclut que le fait que la CEDEAO même veuille intervenir militairement au Niger ait été téléguidé par la France. Tout est à prendre en compte, et il faudrait que nous, Africains, en tout cas les différents pays africains là, sachent que vous voyez, s'il y a une guerre au Niger, quel effet quelles sont les conséquences au niveau de la sous-région? Ça sera très grave. Oui, Ousmane Paré, vous voulez réagir? Oui, en fait, je veux juste dire que c'est un peu hâtif, en l'absence vraiment d'éléments tangibles. Je trouve que, dans l'analyse, c'est vraiment trop hâtif de voir derrière tout ce qui se passe là. La France. Je le dis pour la simple raison, par exemple, que quand le président nigérien a été élu président en exercice de la CEDEAO, vous vous rappelez ces mots, il a été très clair par rapport justement au coup d'État. Et que ce coup d'État intervienne juste après ses propos, on peut dire que c'est juste une manière pour lui d'essayer d'équilibrer. Mais je n'exclus pas le fait que la CEDEAO soit financée majoritairement par des pays étrangers qui peuvent avoir, mais je trouve que c'est souvent beaucoup hâtif, et on oublie très souvent que des gens peuvent avoir des positions indépendamment donc de la position des puissances. D'accord. Avant que je ne vous donne la parole, Serge Joulon, il y a cette expression dans votre édito. Vous dites « choyés et visiblement protégés par l'ex-président Bazoum, les terroristes semblent être aujourd'hui orphelins pour le bonheur des 3 pays que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso ». Expliquez-nous. Ça s'entend, beaucoup pensent que les terroristes et des officiels même burkinabés et maliens, ils le disent clairement, qu'il y a des terroristes, les terroristes par exemple qui ont été libérés au Niger par le fait de Bazoum. Lorsqu'on libère comme ça des terroristes qui repartent prendre les armes, c'est comme si on les protégeait, c'est comme si on leur donnait quitus d'agir encore dans d'autres pays ou dans son propre pays. Lorsqu'on arrête un terroriste parce qu'il a commis un forfait, c'est le juger et le condamner. Mais lorsqu'on prend un terroriste et qu'on libère après, parce qu'on pense que c'est la négociation qui va nous permettre de sortir de cette spirale-là, on met à mal la sécurité dans son propre pays, et idem pour les autres pays. D'accord. Serge Joulon, est-ce que vous partagez le même point de vue? Non, je crois que souvent il faut ouvrir l'horizon en fait. La libération de personnes poursuivies pour terrorisme, ça n'a pas commencé au Niger seulement. Voilà, au Mali on a libéré contre la libération d'un certain nombre de personnes, dont le plus célèbre est Soumaïla Cissé qui est décédé par la suite. Au Burkina, on a libéré, et voilà, pour pouvoir organiser les élections de 2020. Un peu plus au-delà, c'est une politique, c'est des débats sur la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la main dans la gueule du loup? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi la question. Nous avons des otages militaires et gendarmes voilà, dans les mains des groupes armés. S'ils mettent sur la table, il faut libérer X et nous donner de l'argent en plus, je crois qu'on fait comment? C'est ça aussi, en fait, l'autre question. Et les mêmes accusations, les Maliens nous les ont portées aussi. Je me rappelle, en 2013, il y a
un responsable de l'association malienne des droits humains qui était de passage à Ouaga, il dit bon, c'est nous on fait les négociations, bientôt ça sera notre tour. Et il a dit et effectivement ça s'est passé tel qu'il a dit. Donc c'est des accusations, voilà, chaque pays essaye de pouvoir s'en sortir et quand on est coincé, on essaie de trouver les formules pour pouvoir améliorer davantage la situation. Ce qui pèse, c'est que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, on manque d'une certaine vision, on manque d'une certaine stratégie et au niveau régional, on n'arrive pas à coordonner suffisamment pour faire de telle sorte. Parce que toujours est-il que c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir contrôler l'intérieur et les frontières. Parce que c'est toujours facile d'accuser l'autre. Voilà, un tel a fait ça, c'est pour ça que je suis dans telle situation. Et souvent, je crois que pour souvent emmerder un peu les Sahéliens comme nous autres, les Nigériens, les Maliens, les gens disent oui. Oui, c'est vrai, on a tué Kadhafi en 2011. Oui, c'est vrai, on a destructuré l'État libyen. Mais ce n'est pas le Mali qui est le seul État voisin en fait de la Libye. Pourquoi c'est le Mali qui s'est écroulé ? Pourquoi nous, le Burkina et le Niger payent le contre-coup de ce qui s'est passé au Mali? Donc, à quelque part, il y a défaillance et il faut aussi qu'on se remette en cause, qu'on se regarde aussi dans la glace et qu'on se dise qu'à quelque part, toujours dit que c'est l'autre. Et je crois qu'il y a un message qui dit que quand on passe le temps à accuser l'autre, c'est qu'on manque de maturité, il y a une certaine absence de responsabilité. Et je crois qu'il faut aussi sortir de là et pouvoir se remettre en cause et essayer de trouver les solutions à nos problèmes et faire de telle sorte que en fait, notre pays ne soit pas à l'abri des soubresauts parce que quelqu'un à 1000 km il a pris une décision. L'Algérie fait frontière avec le Mali, et la Mauritanie, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je crois que ce sont des exemples aussi qui amènent quand même à un certain moment à se poser un certain nombre de questions. D'accord. Je voulais souligner ce que Ousmane a dit par rapport à la CEDEAO. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il faut tempérer. Personne ne peut contester un État sérieux, même si le Burkina était à la place de la France, nous allons, même si nous pouvons influencer l'ONU, nous allons le faire pour nos intérêts. Mais le problème, ce n'est pas que des gens sont en train d'influencer. Le problème, est-ce que le problème qui est dans le cas du Nigérien, est-ce que c'est un problème qui est posé ou qui n'est pas posé? Est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, depuis un certain nombre d'années, on a décidé de prendre à bras le corps cette question des coups d'État? Est-ce qu'au niveau ça ne fait pas un peu un raccourci de penser qu'une organisation de la taille de la CEDEAO, avec un pays comme le Nigeria, qui est après tout la 4e puissance africaine sur le plan militaire, peut se retrouver à être manipulé par la France? Quand vous prenez des éléments historiques, si vous prenez la guerre du Biafra, les Nigériens ont fatigué la France et ils ont tapé, ils ont dénoncé justement parce que la France soutenait la rébellion biafraise. Si vous prenez la question de la monnaie unique de la CEDEAO, qui a fait qu'on n'a pas réussi, on a tempéré les ardeurs de la France et de la Côte d'Ivoire? C'est le Nigeria. Vous vous rappelez quand Emmanuel Macron allait à Abidjan, ils ont dit qu'ils ont décidé, le franc CFA, qu'ils ont décidé d'arrêter, c'est l'écho. C'est Mouhamadou Buhari qui a tapé du poing sur la table pour appeler Alassane Dramane Ouattara à l'ordre pour dire que non, la monnaie de la CEDEAO ECO que nous avons arrêté, c'est pas ce que vous avez décidé avec. Donc je crois qu'il faut aussi avoir ces éléments aussi. Ce sont des faits, c'est pas contestable. Avoir à l'esprit pour dire que penser qu'il y a quelqu'un qui... C'est de la même manière, les Français voient les Russes un peu partout, même quand nous nous exprimons, ils pensent que c'est les Russes qui sont derrière nous. Voilà, je crois que c'est de cette façon aussi, il faut avoir une certaine lucidité et se dire que ce qu'on prend aussi, on est quand même suffisamment grand, et des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Nigeria a ses faiblesses, a ses insuffisances, a ses carences. Mais n'en demeure que sur le plan de souveraineté, sur le plan de l'indépendance, je crois qu'ils sont à milieu des pays comme le Burkina ou le Niger ou la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal par rapport à la tutelle de l'ex-puissance colonisatrice. Je crois que ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Nous sommes juste à 6 minutes pour la fin de l'émission. Vous avez demandé la parole. On vous accorde 20 secondes. Allez-y, Boukari Boba. Non, peut-être pour faire court, je voulais juste dire qu'il y a peut-être une différence, une nuance quand même à faire entre les institutions même et puis les individus. Malheureusement, ça va être difficilement perceptible, pourtant c'est le cas. C'est-à-dire, la CEDEAO, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas Tinubu. Voilà, c'est une institution. Elle est une personne morale. Donc, qu'effectivement, il y ait un membre, soit-il influent au niveau de la CEDEAO, qui soit acquis à une puissance ou à un ex-colonisateur, ça c'est un fait, effectivement ça peut jouer,
mais ça ne fait pas de toute l'organisation effectivement une organisation acquise. Voilà, parce que nous-mêmes, nous faisons partie de la CEDEAO. Et nous ne pensons pas que nous nous laissons utiliser d'une certaine manière par la France ou n'importe quelle autre puissance. Donc il y a véritablement cette nuance-là à faire. Et c'est de travailler justement à rendre ces institutions-là fortes, à donner une certaine conscience aussi peut-être à certains chefs d'État pour qu'on puisse véritablement d'une certaine manière couper certains cordons qui persistent encore. D'accord, très rapidement, 5 minutes pour aborder le dernier sujet retenu pour cette tribune. C'est dans un tel contexte que le printemps des coups d'État s'est invité en Afrique centrale, notamment au Gabon. La réélection d'Ali Bongo Ondimba n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Il a en effet été renversé quelques instants après la proclamation des résultats par le comité de transition et de restauration des institutions. Boukari Ouba, était-ce une surprise pour vous? Oui et non. Oui et non, vous savez, on est dans un contexte où le coup d'État peut arriver n'importe où. Je crois que l'un des plus grands au monde a failli y passer, c'est Poutine. Voilà, on a dit mutinerie de Wagner et puis des chars, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas un coup d'État contre Ali Bongo qu'on peut dire on est étonné véritablement. Voilà. Et aussi, il faut savoir, comme vous le dites bien, c'est un printemps. Même si aujourd'hui ça franchit une zone géographique, mais en réalité, il n'y a pas de frontières. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et puis bon, voilà, ce qui se passe au Burkina même peut influencer une situation en Russie, en France et n'importe où. Aujourd'hui, voilà, on est véritablement dans un monde planétaire. Donc pour moi, bon, d'aucuns pensent qu'il n'y a pas de lien entre ce qui s'est passé au Gabon là-bas, parce que c'est de l'autre côté de l'Afrique, et puis ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Or, moi, je pense que non, tous ces coups d'État là aujourd'hui, voilà, ça s'enchaîne. Faut rappeler que cette série-là n'a pas commencé avec le Mali. Ça a plutôt commencé justement en Afrique centrale avec le Tchad. Voilà. Donc le premier coup d'État là-bas, on a dit faites attention. Si on est allé introniser le président Mahamat Déby comme ça, sans aucun égard pour les principes démocratiques, il faut faire attention. On risque de tomber dans des coups d'État. Et ça n'a pas tardé, effectivement, en Afrique de l'Ouest, on a eu ces vagues de coups d'État. Donc, véritablement, on n'est pas aussi surpris que ça. Bon, sauf qu'effectivement, quand on regarde ce coup d'État-là, bon, écoutez, ce genre de coup d'État, c'est imparable. D'accord. Quand alors, c'est votre ange gardien qui décide de vous déposer, vous n'avez aucune chance. D'accord. Alors, 20 secondes pour vous. Vous estimez au niveau du quotidien que c'est la fin des bongos? Alors, depuis un règne de plus de 50 ans, Omar Bongo, qui a accédé au pouvoir dans les années 60 à la suite de Léon Ba, jusqu'à son décès en 2009, son fils Ali Bongo qui prend le pouvoir et qui est visiblement très malade et très affaibli, au lieu de profiter à la fin de son mandat de se reposer, il préfère briguer un troisième mandat et malheureusement un coup d'État qui vient mettre fin à ce que certains qualifient d'une dynastie et de plus de 50 ans. Bon, même si certains pensent que c'est juste une révolution de palais, parce que semble-t-il que le nouveau chef de ce pays-là, c'est un cousin ou en tout cas un membre de la famille, et pense que c'est juste écarter Ali Bongo et permettre à ce que le pouvoir soit toujours entre les mains des Bongo. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut en conclure que c'est la fin de la dynastie Bongo, ou comme il le dit, ça peut être juste une révolution de palais? Très rapidement. Non, au-delà de tout, il y a la soeur qui est à côté. Ça, il faut quand même le reconnaître. Donc on ne sait pas comment ça va. C'est vrai qu'il a fait sa déclaration, mais si ça revient encore dans les mains de la famille, je crois qu'on n'évolue pas en tant que tel. Mais moi, je voudrais insister, en fait, juste un élément, qu'on comprenne qu'on est dans un printemps, comme le disait tantôt Boukari Ouba, un peu comme le printemps arabe. Et c'est la conséquence d'une seule chose, c'est que la vague de démocratie, c'est en fait à partir de 2010 qui avait commencé, on n'a pas su consolider cela. Malheureusement, ça nous renvoie encore dans les années 80. Et moi, j'insiste là-dessus. Peut-être les gens ne l'ont pas vécu directement, les gens ne l'ont pas aussi lu. Et que
si on reste dans cette logique de coup d'État et de dictature, en fait, ça se perd toujours. On parlait tantôt du cas du Burkina. La conséquence, c'est quoi? Quand vous parlez de dictature, c'est la remise en cause des libertés fondamentales, c'est les cas d'emprisonnement et c'est des exécutions extrajudiciaires. En réalité, quand on parle de démocratie, c'est à cause de cela qu'en fait, on dit non au coup d'État. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Tout simplement que vous et moi, en fait, à tout moment, on peut être appréhendé, jeté en prison pour 10 ans, 20 ans, ou tout simplement disparaître sans que quelqu'un ne parle de nous. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que cela revienne encore. Mais je suis d'accord qu'on a en fin d'un cycle et que peut-être il faut s'attendre à un nouveau monde. D'accord, on a fin d'émission, on termine avec vous, Serge Oulon. Comment mettre fin à ce printemps de coup d'État? Je crois que dans un premier temps, il faut surtout faire de l'éducation citoyenne. Il faut que les citoyens aient un certain niveau de conscience politique et idéologique. Et il faut faire de telle sorte qu'on ait des hommes et des femmes valeureux qui ont le sens de l'État et que tout un chacun essaie de respecter les règles du jeu. Sinon, si on doit faire des usurpations de pouvoir, on ne s'en sortira pas du tout. C'est vrai que c'est la conséquence de coups d'État institutionnels, de coups d'État électoraux, et les gens ont toujours rappelé que de Bongo père à fils, en réalité, ils n'ont jamais remporté une élection. Quand on commence à compter, on dit, bon, tu as perdu, il dit non de proclamer que j'ai gagné. Si vous protestez, on dit, voilà, vous êtes les mauvais perdants. Et c'est comme ça que ça passe. Malheureusement, ça se perpétue, et puis, bon, vous avez un militaire qui prend le pouvoir. Est-ce que ça commence bien? J'en doute fort. Parce que si vous prétendez faire au nom de ce peuple, comme l'opposant l'a dit, c'est de faire recompter les bulletins pour qu'on proclame les vrais résultats. Mais déjà, il se fait proclamer, il dit qu'il va prêter serment le 4. Bon, je ne sais pas par quelle acrobatie, puisqu'il a dissous le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, ça ne commence pas déjà. Ce n'est pas de bon signe. D'accord. Merci. Dans les mêmes problèmes. Merci, on est en fin d'émission. Surtout que ça ne relève pas de mission de la CEDEAO. Et c'est tout, pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes de réalisation. La Tribune des Éditos, c'est la seule émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci pour votre constante fidélité et rendez-vous le week-end prochain si Dieu le veut.